Si vous êtes kiné ou préparateur physique et que vous cherchez des équipements robustes et fiables, je vous invite à aller voir les marques Laroc et Genentech Med qui fabriquent des appareils dédiés à la musculation et à la rééducation 100% made in France. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Manu. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. De rien, merci à toi. Ouais. On voulait savoir en tout premier, c'est la question un peu récurrente, quelle est ta définition personnelle de la performance, s'il te plaît? Alors la performance, pour moi, j'ai envie de dire qu'elle est quotidienne, entre guillemets. Tout le monde performe tous les jours à son petit niveau, que ce soit une mère célibataire qui lève ses 2 gamins ou un père célibataire, que ce soit des personnes qui ont des problèmes de santé. Enfin, tu te lèves et tu dois faire le truc, quoi. Et tu le fais au meilleur de tes capacités sur cette journée-là. Pour moi, c'est ça la performance. Après, d'un point de vue sportif, oui, on peut rajouter d'autres choses, mais je crois vraiment que c'est ça le cœur du truc, parce que de par mon expérience, j'ai vu des milieux amateurs, des milieux professionnels. Et c'est ça, j'ai vu des joueurs super pros batailler, des joueurs amateurs batailler aussi, et voilà, c'est ça. Donc ils arrivent avec ce qu'ils ont et ils se donnent à fond, et pour moi c'est ça ma vision de la performance en tout cas. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens? Alors c'est très axé rugby, mais où tu as commencé et qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, je viens d'un tout petit village dans le Gers, ça s'appelle Riscle. Je suis né à Aire-sur-Adour dans les Landes, donc c'est juste à côté. Et donc, j'ai fait mes années collège sur Riscle, lycée, j'ai commencé sur Nogaro dans le Gers aussi. Et après, j'ai filé à Auch. J'ai commencé le rugby sur le tard. J'ai commencé à 15 ans. Okay. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai signé mon premier contrat avec le FC Auch au centre de formation. Et donc, je suis allé au lycée là-bas, par d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu le documentaire avec Antoine Dupont et tout ça, quand ils parlent de leurs années cadets, là. Ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, c'était exactement ça. Alors que moi, j'étais les catégories un petit peu avant, mais c'était exactement ça. Une bonne fratrie, des bons copains, et voilà. Et à partir du moment où je pars en STAPS, je fais mes 2 premières années à Toulouse. J'ai repiqué ma première année. Et après la 2e première année, j'ai décidé de changer de club. Donc, je suis parti à Pau en espoir, où j'ai fait 3 ans. Ouais, j'ai fait 3 ans. Et je finis mon master prépa physique et mentale à Tarbes. Et master première année. Et en fait, la 2e année, il fallait monter le projet, etc. Et je leur parle de mes envies d'ailleurs et que voilà, j'ai envie de partir à l'international parce que ma femme commençait à me tarabuster un petit peu sur repartir peut-être en Australie ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai été recalé sur la 2e année parce que pour eux, le projet était trop vague en fait. Donc, du coup, j'ai dit, tant pis, vas-y, feu. Et donc, on est parti en Australie avec ma femme. Donc, en bon français, je parlais pas un mot d'anglais. Donc c'était sympa les premiers mois. Ouais. Et du coup, de là, tout s'enchaîne parce qu'en fait, la beauté de ce voyage-là, c'est qu'on avait
on savait qu'on voulait voyager, mais on n'avait ni d'attente particulière, ni d'endroit préféré. Enfin, c'était l'aventure complète, quoi. On ne savait pas ni où on allait, ni où on allait rester. Le seul truc qu'on voulait, c'était partir en van, et moi, je voulais une petite expérience par-ci, par-là. Et en fait, c'est ce qui se passe. J'ai ma première expérience à Melbourne dès qu'on arrive. C'était un petit peu mon fil rouge. Et de là, je rencontre un mec qui me dit, ah, mais tiens, je connais quelqu'un en Nouvelle-Zélande et tout. Donc bon, ça fait son petit chemin en tête. Et en fait, je contacte cette personne, quitte à être à l'autre bout du monde, pourquoi pas pousser sur la Nouvelle-Zélande, quoi. Et en fait, cette personne, c'est Murray Mexted, c'est un ancien All Black. Et il se trouve qu'il a l'académie, la Irons Academy. C'est une académie privée qui fait venir les meilleurs talents de Nouvelle-Zélande, et ils font des formations. Il y a de très bons coachs là-bas. Ils faisaient des très bonnes formations justement pour les coachs. Il y avait Steve Hansen qui faisait des formations là-bas. Il y avait Stirling Mortlock, l'ancien centre de l'Australie. Il y a des noms à en plus finir. Et donc, du coup, voilà, donc ça se fait 6 mois de plus. Donc, ça fait déjà 1 an et demi que je suis parti. Ma femme rentre entre-temps. Donc, et on voulait vivre aux Pays-Bas. Elle avait fait une année, elle, en Erasmus là-bas. J'avais adoré. Donc, on s'était dit, OK. Et en fait, à 1 semaine d'écart, elle a trouvé un job aux Pays-Bas. Okay. Et moi, Murray me rappelle, me dit, voilà, il cherche quelqu'un au Portugal. Envoie ton CV. Et ça peut être une bonne opportunité. En fait, ça se passe comme ça. Donc, j'envoie mon CV au Portugal et j'ai aucune idée de ce que c'est le Portugal, ni est-ce qu'ils jouent au rugby ou quoi. Et je suis pris, et c'est pour s'occuper de l'équipe. À l'époque, ils étaient sur le World Series Sevens. Ouais. C'était surtout avec eux et avec l'équipe senior. Année contrastée, parce que c'est mon premier job et que, ouais, pour être honnête, je suis pas prêt. Je suis pas encore prêt. Il y a beaucoup de politique, beaucoup d'enjeux. Les mecs partent toutes les 6 semaines. Sur les 6 semaines, il y en a une de repos et une de voyage. Donc, en gros, tu les as 4 semaines. Donc, c'est intense. Et ma femme n'est pas là. Donc, pendant 1 an, c'est un petit peu tout seul, un peu solitaire. Surtout quand les gars on pouvait pas voyager, on n'avait pas le budget, etc. Donc, j'étais basé à Lisbonne. Donc, quand l'équipe part pendant 2 semaines tout seul dans un appartement, le temps est long quand même. Et donc voilà, donc je fais 1 année, et à la fin de l'année, ils me proposent de prolonger, mais ouais, ma femme essaie de regarder, et il n'y a pas grand chose sur Lisbonne, donc du coup, c'est moi qui pars aux Pays-Bas. Okay. Et en fait, cette année-là, par chance, ils créent l'Académie nationale aux Pays-Bas, et ils ont besoin d'un prépa physique. Parce que leur ambition, c'est de monter là où est le Portugal. Donc, ça tombe bien. Et je commence à 10h. Je fais 3-4 métiers à côté, histoire de joindre les deux bouts. Et petit à petit, ça devient 20h et ça devient 30h. Et au final, ça finit par un temps plein. Et donc, ouais, pendant 10 ans. Et à la Coupe du Monde, je revois Murray, justement. Et il me pose la question toute bête. Il me dit, bon, et maintenant, c'est quoi ton prochain truc? Et je pensais pas du tout. On venait d'acheter une maison. J'ai une petite fille de 3 ans. On commençait à penser au deuxième. Et ma femme me regarde et me dit, bah ouais, c'est quoi ton prochain truc? Donc, petit coup de pression. Et en fait, je contacte un de mes mentors avec qui j'avais travaillé en Australie, qui a bossé ici au Japon, parce que ma femme bosse pour une entreprise qui est basée ici au Japon, mais en Europe. Et donc, ça aurait été la combinaison parfaite. Et en fait, au bout des premiers échanges avec mes collègues, juste histoire de voir un petit peu comment ça se passait au Japon, etc., ils me disent, bon, ben, oublie, parce que c'est trop dur de rentrer, il y a très peu d'opportunités, et donc voilà, donc oublie, quoi. Bon, ça se fait pas, donc septembre, octobre, novembre passe, et début décembre, je reçois un coup de fil et ils me disent, voilà, ils cherchent un mec pour début janvier. Donc, à 3 semaines, 3 semaines plus tard, il fallait partir, quoi. Donc, on a pris la décision avec ma femme. Je lui ai dit, si t'es pas OK, moi je suis pas OK. Et non, elle m'a dit non, vas-y. Et après, on s'organise, quoi. Ouais. Donc me voilà au Japon. Là, j'y suis jusqu'au 1er juin. Ouais. Et donc voilà. Donc j'essaye de résumer, j'essaye de faire court. Hein. Non, ça part un peu dans tous les sens, désolé. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut rebondir.
pour revenir déjà sur les Pays-Bas, quel était ton job? Est-ce que tu étais sur le 15 et sur le 7? Et alors, c'est une équipe qui a beaucoup progressé, c'est une fédération qui s'est structurée. Sur les Pays-Bas, j'ai commencé en fait qu'avec l'Académie nationale. À cette époque-là, ils avaient encore les filles sur le Sevens et les hommes à 15, sauf que financièrement, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc ils ont fait le choix de rester concentrés sur le 15, que ce soit que pour les filles ou pour les garçons. Et pour simplifier un petit peu les choses, parce que le problème du 7, notamment pour les petites fédérations, c'est que c'est des très gros budgets en termes de voyage, en termes d'équipement, etc. Pour, encore une fois, dans un raisonnement purement financier, pour un petit nombre de joueurs. Ça voudrait dire aussi spécialiser les académies, ça voudrait dire spécialiser les entraîneurs. C'était peut-être un petit peu trop à ce moment-là. D'autant qu'il n'y avait plus autant de support du comité olympique, parce que pour avoir des avantages financiers ou des aides financières, il faut avoir un certain ranking. Le problème, c'est qu'on était trop loin de ça. Donc voilà. Donc j'ai commencé donc avec l'académie, et après j'ai commencé à faire la sélection homme. J'ai pris les sélections féminines aussi, et je me suis retrouvé en fait en charge de la performance pour en gros tout le monde, les moins de 18, les moins de 20, hommes, femmes, enfants, qui veut. Donc voilà, et après essayer de coordonner les académies en même temps. Après c'était pas non plus c'était voilà, une fois par semaine, j'essayais un petit peu de dispatcher dans la semaine, essayer de rentrer en contact avec tout le monde pour essayer de couvrir le plus de surface possible. Mais après voilà, j'étais tout seul pour cette mission, donc il faut aussi apprendre à gérer un petit peu ça et à choisir ses batailles. Et quel est le niveau du rugby aux Pays-Bas? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il y a un championnat, on va dire, fiable et avec des équipes qui se tirent la bourre, ou tu vois comment ça s'organise? Alors oui, c'est en train de monter en puissance petit à petit. Moi, quand j'ai commencé, ils étaient 45e, je crois, World Rugby. Maintenant, ils sont dans les 26 à 28. Ça s'est structuré parce qu'il y a les académies, ça s'est structuré aussi parce que le fait que Amsterdam soit assez attractif de par il y a beaucoup d'entreprises qui viennent installer leur centre européen. Il y a Adidas, il y a ASICS, il y a Booking.com, enfin peu importe. Et du coup, ça emmène pas mal d'expats. Donc ça a permis aussi d'avoir des expats en expat, j'entends anglais, néo-zélandais, australien, enfin en veux-tu, en voilà. Et du coup, ça a permis aussi d'aider un petit peu à développer ça. Ça a aussi emmené des entraîneurs. Leurs femmes travaillaient à droite à gauche. Ça a permis d'amener des entraîneurs. Donc ça a vraiment créé une espèce de melting pot un petit peu où ça a permis d'élever un petit peu tout le monde vers le haut. Les clubs se sont un petit peu plus structurés. Ils ont compris qu'il fallait aussi investir dans les joueurs et dans les entraîneurs surtout. Et le réseau des académies c'est vraiment développé quand j'étais là-bas, sous l'influence de un ou deux directeurs techniques. Ils ont vraiment essayé de mettre les choses en ordre pour développer ça et pour avoir une équipe homme beaucoup plus compétitive et féminine aussi dans les années à venir. Donc il y a eu vraiment une volonté de se projeter sur du long terme. Et après là, dernièrement, ils sont dans la deuxième division européenne, donc avec la Géorgie, Roumanie, Portugal. Et ce qui a beaucoup aidé. Et les filles viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde aussi également. Et les moins de 20, ils viennent de gagner la championnat d'Europe. Donc ça commence à récolter un petit peu les fruits de tout ça. Et maintenant, c'est vrai que la prochaine étape, ça va vite revenir autour du financier et des capacités humaines, tout simplement. Est-ce qu'ils vont avoir assez d'entraîneurs? Est-ce qu'ils vont pouvoir soutenir ces joueurs lors de ces campagnes européennes, etc. Parce que c'est aussi pas mal de temps loin des familles, loin des clubs. Donc voilà. Mais c'est en train de monter, ça c'est sûr. Et il y a combien d'académies? Avec combien d'académies toi tu bossais? Il y en a combien? Il y en a, ils ont divisé le pays en 5, donc nord, sud, est, ouest, et il y en a une au milieu
au milieu du pays. Et en fait, avant, elles étaient indépendantes. C'était un petit peu ils avaient le logo de la Fédé, mais chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et là, c'était ma mission numéro 1 à la base. C'était vraiment de les rassembler, d'essayer de les faire bosser ensemble. Et ce qui est arrivé au fur et à mesure des années. Et du coup, je pense que ça a été un gros facteur de succès du coup pour eux de finalement travailler un petit peu ensemble plutôt que les uns contre les autres, parce que encore une fois, c'est un gamin dans une académie, c'est pas pris en charge par la fédération, donc c'est des gamins qui payent en fait pour avoir des entraînements en plus, donc forcément à la base c'était vraiment un petit peu une compétition entre guillemets malsaine, parce que c'était à propos d'avoir le plus de gamins pour avoir une manne financière et avoir plus d'entraîneurs, plus de choses, etc. Alors que aujourd'hui la Fédé est beaucoup plus impliquée, donc ça permet d'éviter ça et de vraiment se focaliser sur aider vraiment sur un plan, que ce soit athlétique, technique ou tactique, les joueurs à se développer pour en faire les joueurs de demain, quoi. Et le 15 est toujours, on va dire, favorisé par rapport au 7, tu disais tout à l'heure. C'est toujours le cas aux Pays-Bas? Oui. Ouais, c'est toujours le cas. Et en gros, pour te donner une idée, pour avoir encore une fois, ça revient évidemment au financier, c'est que ça voudrait dire créer des compétitions supplémentaires dans un calendrier qui est déjà très chargé. Ils commencent en septembre, ils finissent, les finales sont aux alentours de mai, presque juin. Ça fait déjà presque 10 mois de rugby. Encore une fois, ça fait aussi, dès que tu commences à faire des compétitions internationales, nous en Europe, c'est quasiment bouché. Il faut que tu battes le Portugal, l'Espagne, voire même la France s'ils se qualifient pas d'entrée via le World Series. Donc en gros, c'est impossible. L'Allemagne, ils injectent, je sais pas, 2 ou 3 millions par an, je sais plus combien c'est. Ça fait 4 ans qu'ils essayent, ils y arrivent toujours pas. Le système de qualification est bouché pour les hommes, un peu plus faisable pour les filles, mais c'est pareil, ça reste très très compliqué. Donc par rapport à ce que tu vas investir en termes d'argent et au retour possible, ça reste très très compliqué. Et encore une fois, le critère financier au niveau des Pays-Bas, pour le comité olympique, il faudrait que tu aies une chance de médaille pour avoir vraiment un programme limite à temps plein, mais un programme au JO. Donc pour te qualifier, c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça ils ont fait cette décision-là, et je pense que c'est la bonne. Ça n'a pas été trop compris au début, notamment parce qu'il y avait une histoire avec les féminines. C'était la première équipe au monde à être professionnelle, l'équipe féminine des Pays-Bas. Mais à un moment donné, c'est plus jouable, quoi. Sevens aujourd'hui, c'est très compliqué de suivre, très très compliqué. Ok, super. Et maintenant, alors au Japon, t'es au Kintetsu Liners. Je sais pas si j'ai bien prononcé, tu me diras. Oui. Comment c'est, tu vois, on va dire tes premiers pas là-bas. Alors t'avais déjà beaucoup voyagé, mais la culture japonaise par rapport à ce que t'avais vu avant, elle est encore très différente, je pense. Donc comment c'est quand tu arrives là-bas, tu vois, tes premiers jours et tout, comment tu t'acclimates et qu'est-ce qui te choque et qu'est-ce qui choque les gens qui t'accueillent au final, tu vois? Alors déjà, moi, ce qui me choque, c'est la taille de l'effectif. Donc on a 62 joueurs et il y a 25 staff. Donc ça, c'est que vraiment au niveau de l'équipe, hein. Donc c'est vraiment sur la journée. Donc dès que tu fais des meetings, dès que tu fais des remises de maillots, les machins, t'as 90 personnes dans la pièce. Et ça fait du monde. Aux entraînements aussi, ça fait du monde. Faut les garder un petit peu actifs, les gars. Quand ils font 15 contre 15, ça veut dire que t'en as quand même 30 sur le côté, quoi. Donc il faut que tu aies une très bonne organisation. Donc c'est un rouage. C'est pas seulement de la performance, c'est aussi du management à l'état pur, quoi. Donc ça fait très bizarre. Après, eux, là où ils ont été, je pense, surpris, même si je m'y attendais beaucoup, j'ai fait très attention, c'est le changement. Alors moi, je suis arrivé dans une position un petit peu particulière parce qu'en fait, il y avait quelqu'un déjà dans mon poste. Il a dû rentrer en Nouvelle-Zélande pour des raisons personnelles, donc je suis arrivé en cours de route. Et ça fait que souvent dans ce genre de cas, de par mon expérience, peut-être que j'ai tort, mais
les gens prennent un petit peu le rôle par défaut parce que la personne n'est pas là. Donc, ils prennent les parties qui pensent être affiliés à eux. Et donc, du coup, ça fait que quand j'arrive, j'essaye de reprendre certaines parties. C'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont déjà leur système. Les jours de match, je les fais pas forcément avec eux parce que je parle pas japonais. Mon assistant parle japonais et anglais. Donc, du coup, c'est lui qui fait les matchs. Donc, tout ça, en fait, ça fait que du coup, je dois avouer que les 3 premières semaines, il m'a fallu un petit temps d'acclimatation pour comprendre déjà pas forcément le job en lui-même, mais les limites du job. Est-ce que je peux changer ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que tu peux aller sur le terrain n'importe quand? Ben non, il faut le réserver. Est-ce que tu peux parler directement au head coach? Ben non, il faut passer par ton directeur parce que c'est une société très pyramidale, donc je parle jamais en direct. Je passe via mon directeur qui va parler au truc et après c'est l'effet inverse. Donc moi, même à moins qu'il me demande quelque chose de très précis, je parle jamais au coach. C'est pas mon rôle en fait, si tu veux. Donc c'est très segmenté dans ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Mais jamais ils te diront non, ça tu fais pas. Tu vois que quand tu le fais, tu vois que c'est un peu bizarre. Mais après, mon boss va venir et va me dire voilà, donc ça c'est ok, tu l'as fait, il y a pas de souci, mais voilà, c'est pas ton rôle, c'est pas ta place. Mais très gentiment, et c'est toujours avec le sourire. C'est jamais, il y a pas d'émotion. Donc c'est ça au début, ça fait bizarre. Ah, c'est énorme. Et quelles nationalités sont représentées aussi bien chez les joueurs que chez les staffs pour chez toi? Alors, il y a pas mal d'Iliens. Donc j'ai des Samoans, j'ai des Tongiens, Fidjiens, Australiens, Néo-Zélandais. Et c'est à peu près tout. Parce qu'en fait, il y a une règle au Japon. Donc, à partir du moment où tu passes 5 ans au Japon, tu es considéré comme joueur japonais. Donc, tu peux être français, espagnol, peu importe. Tu as passé 5 ans ici, tu es joueur japonais. Et en fait, ils ont un petit peu le même système qu'on a en France au niveau des GIFs. Sauf que c'est au niveau des joueurs, ils ont des catégories. Et il leur faut tant de joueurs sur le terrain. Donc, ça fait que si tu as trop de joueurs étrangers, des fois, ils sont obligés de faire des changements pour remettre un joueur japonais ou ils font sortir un joueur étranger. Enfin, il y a tout un schmilblick à faire. Donc, ce qu'ils font souvent, c'est que soit en Nouvelle-Zélande ou Fidji, Samoa, Tonga, ils repèrent des talents, ils les font venir ici jeunes. Donc, ils les entraînent, etc. Et ils leur font passer 5 ans ici. Souvent, ils payent pour l'université, des choses comme ça. Ça fait partie en fonction des deals de chacun. Comme ça, le moment où ils peuvent rentrer dans l'équipe pro, ça y est, ils sont considérés comme joueurs japonais. Ils rentrent plus dans ces critères de sélection, joueurs, etc. Donc c'est un melting pot de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs iliens. Ouais. Et au niveau du star, donc c'est pareil, ils ont un autre quota là-dessus, ils appellent ça des marquee players, et c'est pareil, tu peux pas en avoir plus de 2 sur le terrain. Donc c'est pour ça, si tu prends une équipe comme Toyota par exemple, je pense à eux, on a joué il y a 2 semaines contre eux, ils ont Peter Steph du Toit, ils ont Boden Barrett et Aaron Smith. C'est pour ça que tu en verras toujours 2 alignés. Donc ça sera Aaron Smith et Boden Barrett, mais dès qu'il y en a un qui sort, alors du coup ils font rentrer Peter Steph du Toit ou un truc comme ça. Donc ils peuvent pas. C'est pour ça que chaque équipe ils se blendent, mais en même temps, ils en prennent pas plus de 2. Donc nous, on a Quade Cooper et Will Gagnon. Canon, ils ont Faf de Klerk et j'ai oublié le nom du centre j'ai oublié son nom. Enfin bref, donc chaque équipe ils en ont 2 ou 3, et soit ils font une rotation, soit ils en gardent que 2, donc ils s'arrangent un petit peu comme ça. Donc c'est vraiment chaque week-end, il faut vraiment penser un petit peu à l'équipe, comment tu peux faire ton ossature, qui tu peux mettre sur le banc, etc. Donc ça c'est un autre mode de fonctionnement, mais c'est très intéressant, je trouve. Et d'autant plus que là, après la Coupe du Monde, ils essayent tous un petit peu d'avoir une expérience au Japon, vu qu'il n'y a pas trop d'échéances encore à venir. Donc c'est pour ça que là, surtout en ce moment, il y a beaucoup que ce soit des staffs ou des joueurs. Moi je trouve ça super, tous les week-ends tu croises un petit peu toutes ces stars et toutes tes idoles entre guillemets, donc c'est super. Ouais. C'est énorme. Et au niveau de ton staff, à toi, de ton équipe, il y a combien de nationalités représentées? T'es le seul français? Je suis le seul français, et
responsable de la performance est australien. Le responsable du médical est sud-africain. Donc l'Australien il bossait avant pour la Western Force. Le Sud-Africain Kyle il bossait avec les Bulls de Pretoria. Et après mon directeur de la performance, donc mon boss, il a bossé justement avec Greg White ici au Japon, et après il est parti aussi aux Bulls à Pretoria. Il est revenu ici et donc aujourd'hui il est directeur de la performance ici. Donc il y a que 3 nationalités dans le staff. Et l'entraîneur de la défense, qui est australien. Donc on est 4 étrangers, surtout le staff sur les 25. Ok. Ah ouais, c'est peu au final. Je pensais que vous seriez encore plus d'Australiens et de staff d'Afrique du Sud et tout ça, mais en fait vous êtes que 4 sur 25, quoi. Ouais, non, c'est pareil, ça dépend du club. Il y a des clubs qui ont plus d'histoire avec ça que d'autres. Nous, Kintetsu, c'est une entreprise, c'est une holding, ils appellent ça. Donc c'est comme la maison mère qui a plusieurs trucs à l'intérieur, mais c'est l'équivalent de la SNCF. Donc c'est une société ferroviaire qui détient des trains, qui fait les entretiens sur les rails, etc., etc. Et donc eux sont assez entre guillemets traditionnels. Donc ils ont toujours eu une ossature japonaise et ils font venir des entre guillemets ce qu'ils appellent des experts de l'étranger pour améliorer leur staff ou pour éviter des carences ici et là. Si tu prends d'autres équipes comme les Sun Goliaths, ça s'appelle, ils sont à Tokyo, c'est l'ancien club de Eddie Jones. Eux, ils ont toujours eu des étrangers, par exemple. Ils ont toujours eu des étrangers, ils ont une histoire avec ça. Kobe Steelers, Kobe à côté, c'est là où joue Hardy Savea maintenant. Ils ont toujours eu des Néo-Zélandais. Ils ont eu Dan Carter il y a quelques années de ça. Donc chacun a un peu son histoire avec les étrangers et a un petit peu sa vision des choses. Mais ça reflète toujours un petit peu entre guillemets l'esprit de la compagnie. Parce que ce qu'il faut savoir aussi au Japon, c'est que les clubs, donc tous les noms des clubs, en fait, c'est une entreprise. Donc les Cannon Eagles, nous les Kintetsu, machin. En fait, c'est pas qu'on est sponsorisé, on est carrément un département de l'entreprise. Donc l'entreprise, donc il y a des joueurs à moi qui sont salariés. Donc souvent dans les staffs et dans le groupe des joueurs, en fait, il y a quasiment la moitié qui sont en fait des salariés de l'entreprise qui sont détachés pour faire du rugby. Donc que ça soit encore une fois des coachs ou des joueurs. Et donc on est vraiment dans l'entreprise en fait. Donc on a le boss de l'entreprise qui vient nous faire les discours d'avant-match. On a des fois on doit aller dans les bureaux pour faire tout ce qui est société, tout ce qui est activité médiatique, etc. Donc donc tu fais partie de ça. Donc en fonction de l'entreprise, si elle est plus ou moins à l'international, tu vas aussi retrouver ça du coup dans tes staffs et dans tes joueurs, quoi. C'est énorme, c'est ouf. Et alors toi, quelles sont tes prérogatives, tu vois, de quoi tu t'occupes et de quoi tu ne t'occupes pas? Alors moi, je suis en charge de la préparation physique des joueurs, donc tout ce qui est donc fitness, travail de force, travail de vitesse, et tout ce qui est GPS, c'est pour mon collègue. Le responsable de la performance sur l'Australien, tout ce qui est donc collecte de GPS, tout ce qui est data en gros, il fait un petit peu sport science, et après tout ce qui est médical, je vois aussi avec l'autre collègue sud-africain qui lui va aussi s'occuper de la réathlétisation, etc. Donc moi c'est tous les joueurs en gros qui sont entre guillemets valides ou même avec des modifications un petit peu l'entraînement, c'est pour moi, et dès qu'il y a des modifications c'est pour mon collègue, et tout ce qui est data c'est notre collègue. Donc on essaye de jumeler ça tous les jours et essayer d'avoir le meilleur plan d'action possible. Donc ça fait beaucoup de données avec 62 joueurs, et il faut essayer de trouver un petit peu chacun sa place là-dedans, parce que c'est vrai que 62 joueurs, ça fait 62 problèmes tous les jours. Donc, des fois, c'est un peu jouer avec les Rubik's Cube, essayer de trouver ça, la bonne formule, et aussi avec le staff et l'encadrement après pour tout ce qui est partie terrain. Donc c'est différent. C'est pas bien ou moins bien, c'est juste différent. Donc je trouve ça cool d'essayer ça, quoi. Et justement, sur le staff prépa physique, combien vous êtes? Et sur le staff, on va dire, médical, combien vous êtes?
Alors, sur le staff médical, ils sont 5. Sur le staff prépa physique, on est 2, voire je dirais 1,5, parce que mon collègue en fait s'occupe surtout de la partie réathlétisation. Donc c'est lui qui va gérer donc tous les joueurs qui ont des petits soucis après le week-end, après les entraînements, etc. Dès qu'il y a des limitations dans l'entraînement, on en parle et on essaie d'ajuster la charge. Mais c'est lui qui va modifier les entraînements et on en parle avant en gros, mais il va s'occuper de la partie entre guillemets logistique. Bon, encore une fois, j'essaie de garder le groupe, donc ouais, chaque jour c'est tu parles de 50 joueurs en gros. On essaie d'avoir notre objectif, mon objectif quand j'étais recruté, et c'est toujours l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir 85% de présence pour les entraînements. Donc tous les jours, il faut qu'on ait entre guillemets, c'est le but, 85% des joueurs valident pour les séances. Je dis ce chiffre parce que l'an dernier, j'y croyais pas moi-même. Ils me disaient que c'était leur gros point noir. Ils étaient à 62% en moyenne sur l'ensemble de la saison. Ok. Et donc, ils ont analysé. Donc ça fait que chaque séance était à. Ils ont analysé oui et non, parce qu'en fait, ils ont voulu. Pour eux, c'est un mix de. C'est la faute du terrain, c'est peut-être un peu la faute des physios, c'est peut-être un peu la faute de ci, etc. Mais encore une fois, c'est pas dans la culture d'aller pointer du doigt qu'est-ce qui va pas. Ils sont plutôt tournés dans voilà qu'est-ce qu'on va changer plutôt que voilà qu'est-ce qu'on a fait de mal en fait. Parce que ça serait pas du tout dans la mentalité japonaise de dire voilà ça a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et eux, ils partent du principe, voilà, on a bataillé ici, donc du coup, il faut qu'on trouve des experts, et c'est pour ça qu'ils ont fait venir mon collègue d'Afrique du Sud. Voilà, et on va trouver un expert et il va fixer le problème, quoi. Donc il n'y a pas de, enfin, je sais pas s'il n'y a pas de revue, mais c'est pas forcément bien vu de faire ça. Il faut donner des rapports, etc. Ça c'est sûr, mais il y aura jamais une réunion tous ensemble et dire voilà les mecs ça a marché, ça a pas marché, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. C'est fait au-dessus, c'est fait au-dessus et c'est eux qui décident en gros. Donc c'est encore une fois c'est très indirect comme processus. Mais encore une fois, moi c'est mon expérience dans ce club-là. Après peut-être que quelqu'un, tu prends un autre prépa dans un autre club, il va te dire la chose complètement inverse. Mais moi c'est mon expérience dans ce cas-là et sur les quelques mois que je fais ici, quoi. Et alors par rapport à toutes les expériences que tu as eues à l'étranger, alors on a fait un zoom un peu sur le Japon et sur les Pays-Bas, mais qu'est-ce que tu retiens? Alors on va faire. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de négatif? Qu'est-ce qui t'a marqué un peu négativement? Est-ce que c'est le fait d'être loin de la France? Est-ce que c'est des mentalités très différentes de ce que tu connaissais ou des surprises quand t'es arrivé sur des projets? Donc d'abord négativement, et qu'est-ce qui à l'opposé t'as marqué positivement et t'en gardes voilà des bons souvenirs et c'est quelque chose qui t'a construit? Alors déjà le positif pour moi c'est toujours de rencontrer des gens. Je trouve ça extraordinaire, des gens et des parcours fous. Tu les rencontres comme ça d'un coin et puis ça accroche et tu commences à parler boulot et puis peut-être 1 an ou 2 ans plus tard tu les recroises et ils ont besoin de toi. Ça je trouve ça génial. Le fait d'être dans différents environnements à chaque fois, ça te force à réfléchir un petit peu sur ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais aussi, à rencontrer différentes cultures. Pour donner un exemple tout bête, la première fois où j'ai fait un entraînement en Nouvelle-Zélande, j'avais 2-3 Tongiens, 2-3 Samoans, des Fidjiens, et les mecs, j'ai rien compris en fait. Ils étaient assis, ils rigolaient, ils avaient leur casquette. Moi, en bon français, j'ai exposé un câble. J'ai dit, bon, toi déjà, t'enlèves ta casquette, tu vas courir parce que là, en bon français, je suis arrivé à ma culture française, ma vision française et j'ai rien compris. Et l'entraînement d'après, je me dis, bon, ça a pas marché. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, allez, tu vas essayer un petit échauffement avec un ballon et tout. Mais 5 minutes après, les mecs, ils me couraient, mais partout. Et en fait, c'est pas leur faute à eux, c'est moi qui ai pas su m'adapter à eux, en fait. Et donc, tu vois, des choses comme ça, en termes de culture, ça fait une différence, quoi. Et donc voilà, donc s'adapter à ces environnements, etc. Après le négatif, j'ai envie de dire ça fait partie du deal. Tu peux pas tout avoir. C'est que c'est des expériences très solitaires.
Faut pas se leurrer. Le Portugal, après, encore une fois, ça a été mon choix aussi. Ça s'est fait comme ça aussi. Aujourd'hui, je suis tout seul. Ma femme et ma fille sont à la maison. Mais on a pris cette décision à deux. Le Portugal, on a pris cette décision à deux. J'étais tout seul aussi. Voilà, le sport de haut niveau, c'est bien, mais c'est quand même aussi solitaire. Et c'est vrai que tout ce qui est vie de famille, vie sociale à côté, j'ai raté un paquet de mariages. Un paquet d'anniversaires, donc du coup c'est vrai que des fois ça pèse un petit peu cet aspect social, mais bon, encore une fois tu peux pas tout avoir, ça fait partie du deal. Et l'autre chose aussi, c'est que maintenant ça fait 14 ans que je suis pas que j'ai plus vécu en France, et donc je suis français mais plus vraiment, donc je suis pas hollandais mais pas vraiment, je suis pas portugais. Je suis un peu apatrie maintenant, donc du coup ça fait c'est bizarre des fois quand je rentre à la maison, même avec la famille, vu que tu as un peu ce melting pot de je le vois avec ma fille, que la manière dont on l'élève, etc., je vois que des fois on l'élève un petit peu avec tout ça quoi, et du coup je vois que des fois mes parents ils tiquent sur certains trucs, ou les amis, tu vois, et donc du coup je trouve ça rigolo, mais et ouais, non, ça serait le seul truc à la limite, je dirais, mais encore une fois, ça fait partie il faut accepter les choses. Je savais très bien quand je venais ici au Japon, c'était le deal avec ma femme, et si elle m'aurait dit non, je serais jamais venu ici, mais voilà, on savait à quoi s'attendre, et tant que c'est décidé à deux, dans mon cas en tout cas, tant que c'est clair, ça passe. Après, j'ai aussi rencontré des mecs, notamment sur le World Series, je me souviens, c'était pour ça que j'ai beaucoup aimé le Portugal, parce que c'était très dur. Mais en même temps, ça m'a beaucoup appris. En un an, j'ai beaucoup évolué. La première fois où j'ai été sur le World Series, c'était à Twickenham. Je me souviens encore parce que, en fait, je suis comme un fou. Je suis dans la pièce. J'ai préparateur physique de l'équipe d'Australie, préparateur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, d'Écosse, enfin, en veux-tu, en voilà. Et en fait, je me rends compte, je commence à discuter droite et gauche. Bon, moi, j'ai pas de gamin. Moi, je suis divorcé. Moi, je rentre à la maison une fois tous les 2 mois. Et ça je me souviens appeler ma femme après, je dis waouh, est-ce que c'est ça que je veux quoi, est-ce que c'est ça que je veux, est-ce que c'est ça qu'on veut. Et c'est vrai que des fois je trouve que c'est bien de le glorifier, etc., mais il faut aussi le rappeler que voilà, c'est pas toujours tout rose non plus quoi. Donc voilà. Après j'ai l'impression que j'ai fait négatif ici, tout positif là, mais non, après c'est top, hein. Mais voilà, il faut le savoir, hein. Ouais. C'est top, c'est lucide, je dirais. Manu, qu'est-ce que tu vas faire après le Japon? C'est quoi les projets? Aucune idée. Aucune idée, non, pour l'instant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on essayait d'avoir un deuxième enfant avec ma femme avant que je reçoive l'offre du Japon, et du coup, on a mis ça en stand-by. Et en fait, une semaine avant que je parte, j'ai appris que ma femme était enceinte. Et donc du coup on attend le deuxième là, ça sera donc je crois que d'abord je vais prendre le temps de m'occuper de ma famille déjà, et après je vais voir, je veux retourner un petit peu dans la préparation mentale. Je vais toujours faire de la prépa physique aussi, ça c'est sûr, mais j'ai envie de profiter encore d'ici. Je veux faire ce que j'ai à faire là, je veux finir ma mission ici et bien la faire. Et après, je verrai un petit peu, mais c'est sûr que je veux passer un petit peu de temps avec ma famille, m'occuper un petit peu de ma petite, et d'attendre le deuxième. C'est d'abord ça, un petit peu de parenthèse là pour les quelques mois qui arrivent, et puis après on verra. J'ai encore une fois, comme j'ai dit, j'ai eu la chance, et je trouve que c'est une chance. J'ai jamais postulé pour un boulot jusqu'à présent. Ça s'est fait au fil de rencontres. J'ai jamais cherché ça. J'ai jamais fait des rencontres en fonction d'eux. Ça s'est fait comme ça. Donc je crois à ma bonne étoile, et je me dis il faut que je continue à faire les bonnes choses, et peut-être que ça paiera. Je sais pas. Mais voilà. Après, encore une fois, tant que je suis avec les miens, je pense que c'est mon petit, comme ils disent en anglais, take away de toutes ces expériences. C'est que tant que je suis avec eux, après le reste, ça viendra. Super. Manu, comment tu organises une journée type là en ce moment au Japon? Qu'est-ce qui la compose? À quelle heure tu te lèves et qu'est-ce que tu organises dans cette journée? Alors, les journées au Japon.
En général, je me lève à 5h. À 5h30, je suis au bureau. Donc, tous les jours, on reçoit, ou la veille au soir, on reçoit de la part des physios un compte rendu des blessés, où ils en sont, les précautions à avoir, etc. Donc, j'ajuste un petit peu les programmes en fonction d'eux. À 7h, 6h30, 7h, en général, on a le premier meeting avec le staff de haute performance, donc directeur de la performance, médical, prépa physique, donc on est 9-10, ouais. Et donc on voit tous les jours qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, les points positifs, négatifs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc., GPS, en veux-tu, en voilà. De ça, on part, on fait tout ce qui est MSK. Alors MSK, je me souviens plus l'abréviation, mais en gros c'est tout ce qui est on va checker les joueurs sur leur mobilité, voir s'ils ont des restrictions, et en fonction d'eux, on va appliquer des exercices correctifs. S'ils sont toujours en rouge ou s'ils ont toujours des chiffres inférieurs à la veille, on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Après, les joueurs partent en réunion. Très souvent, on a un split. Du coup, on fait les avants d'abord dans la muscu. J'ai 1 heure à 1h30 avec eux. Ensuite, les arrières arrivent et entre-temps, ils ont leur meeting, etc. Au niveau, après, on a la pause à midi. On fait la première revue pour la session de l'après-midi, et après tu as une séance. Donc, c'est à peu près le même format sur le lundi-mardi. Mercredi, c'est off. Comme je disais, les joueurs, pour les joueurs non pro, ils repartent dans la compagnie. Donc, ils vont bosser, ils ont costard cravate, ils vont à la compagnie. Et le jeudi, c'est plutôt... donc, on est à 2 jours du match, J-2. On fait tout ce qui est travail de puissance. On essaie d'écourter la journée. Donc, souvent, sur les coups de 2 heures, ils ont fini. Donc, la séance est faite de telle manière à ce qu'on fasse muscu et terrain d'affilée. Et ils ont une petite revue, un petit team meeting en début d'après, mais après, ils partent. Vendredi, l'entraînement du capitaine avec remise des maillots. Et on finit sur les coups de midi. Et après, jour de match, où là, pareil, on a toujours c'est comme si on avait 2 équipes, en fait. Donc, on a toujours les sélectionnés, donc ils se préparent pour le match. Les non sélectionnés, on les a le matin. On essaye de faire une séance avec eux. Et après, ils restent pour le match. Ça fait partie de leurs obligations. Et voilà. Donc, c'est ça un petit peu la journée type. Donc, lundi, mardi, des journées assez longues. Jeudi, vendredi, un peu plus courtes, bien que. Et après samedi, match. Top. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré? Des gens qui m'ont inspiré, il y en a un paquet. Gens qui m'ont inspiré, il y a mon mentor déjà, il s'appelle Ben Norcott. Il était avec les Brumbies pendant des années. Aujourd'hui, il s'occupe de la préparation de la Air Force australienne et genre le GIGN ou quelque chose comme ça dans la police. Et il m'a beaucoup aidé. Ça a toujours été une super relation avec lui. Ça a toujours été, encore une fois, dénué d'intérêt. Vraiment, c'était ouais, on se parle des fois pendant des heures sur la prépa physique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et donc j'ai toujours aimé être avec lui. Pedro Neto aussi, l'ancien entraîneur du Portugal du 7, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup appris. Il a toujours été un super support. Murray Maxted aussi. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup compté pour moi dans ma vie, parce qu'encore une fois, ils ont tendu la main, je cherchais rien et je sais pas, ils ont dû voir quelque chose en moi, je sais pas, je me l'explique pas même encore aujourd'hui, mais ils ont toujours été là pour moi. Murray, quand j'étais tout seul en Nouvelle-Zélande, il m'a dit allez, viens chez moi, viens passer le Noël avec moi. Et donc voilà, donc c'est des personnes non seulement qui ont compté dans le boulot, mais qui ont aussi compté dans ma vie privée. Et c'est des choses que j'oublierai pas, que j'oublierai jamais, quoi.
Donc, et encore une fois, la preuve, c'est que j'ai revu Murray quasiment 10 ans plus tard pour la Coupe du Monde, et c'était comme si je l'avais vu hier, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment des personnes qui ont compté, ouais. Top, super. Est-ce que tu as des livres que tu relis de temps en temps ou là, qui t'ont marqué sur la performance, le rugby ou autre? Alors j'aime beaucoup Dan Baker, le président de ASCA, de la Australian Strength and Conditioning Association. Je le trouve très bien. Je l'ai eu en cours. J'ai eu la chance d'avoir son cours quand j'ai passé mon niveau 2 aux Pays-Bas. Il était venu. J'ai toujours été à l'école australienne un petit peu parce que je trouve que c'est le bon dosage. C'est-à-dire qu'ils sont très pros dans ce qu'ils font, mais en même temps, si c'est pas nécessaire, ils s'embêtent pas avec. C'est vraiment direct dans leur approche. C'est les premiers, même avec le staff et tout, que j'avais bossé un petit peu avec eux, avec les moins de 20 australiens. Le soir, c'est les premiers à avoir une bière, à discuter de tout et de rien. Tu vois, juste une bière, juste ensemble, tout ça. Mais par contre, le lendemain, pam, à 6 heures, ils ont leur meeting, tout est calé, tout est. Donc je trouve que c'est le bon dosage en fait. C'était vraiment le bon dosage et lui je l'ai trouvé très très bon. Il y a Pavel Tsatsouline aussi. J'aime beaucoup son approche aussi, pareil, très direct, très concret. Vern Gambetta, j'ai lu beaucoup notamment sur le développement au niveau athlétique pour les jeunes. Et je trouve qu'il a fait un super bouquin. Donc voilà. Après, comme je te disais, moi je suis pas très bon à retenir les noms et les livres, mais je sais, ces 3 auteurs, j'essaie de les suivre un petit peu. Après maintenant, c'est presque le problème avec Internet. Il y en a tellement de sources possibles et imaginables. Donc j'essaie de filtrer l'info, mais c'est vrai que ça fuse pas mal maintenant, je trouve. Carrément. Et alors, Manu, dernière question. Si les gens ont des questions sur ton parcours pour savoir où tu vas après, etc., où c'est qu'on peut te joindre? Est-ce qu'il y a un réseau social que tu utilises le plus ou comment on fait? Alors j'utilise Instagram. Alors pareil, je connais même pas le nom de mon Instagram. Je crois que c'est MS. Attends, je vais essayer de le trouver. C'est des trucs, c'est nul. Hein. C'est Manu _ MS M Sports, pardon. Donc Manu _ M Sports sur Instagram. Après LinkedIn, c'est la meilleure option. C'est comme ça qu'on est rentré en contact aussi. Ouais. Et après j'ai une adresse email, mais elle est imprononçable, donc donc voilà. Non, LinkedIn en général, j'essaie d'y faire attention. Et après les réseaux sociaux, il va falloir que je m'y mette un petit peu, mais ouais, un des deux, ça va marcher. Ouais, pas de souci. Manu, merci beaucoup pour le temps passé. Ben de rien, merci à toi. Ouais. Bonne fin de saison au Japon, et puis bonne suite à toi. Merci. Ça roule. Ciao, merci encore. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.